une histoire. Donc, c'est l'histoire du fondateur de Songhai, le frère Godfrey Nzamudjo, qui est là, qu'on ne présente plus, mais qui va quand même parler de lui. Comme je disais, pas pour parler de lui, mais pour nous permettre tout à l'heure de mieux comprendre toutes les ressources, toutes les richesses qui irriguent le projet, qui font que le projet est ce qu'il est. Maintenant, je vais vous donner la parole et vous allez nous dire en quelques mots d'où c'est parti. Vous êtes d'origine nigériane, vous êtes américain, vous avez passé de nombreuses années là-bas, vous avez fait vos études là-bas, comme je viens de le dire. Et puis, un beau jour, en 1985, vous avez débarqué à Cotonou. Je vous ai vu à ce moment-là, voilà, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc, vous allez nous raconter quand même cette histoire. On est très curieux de savoir comment vous avez débarqué à Cotonou. Voilà, très rapidement. Merci. En débarquant, j'ai trouvé Robert, j'ai trouvé Élisée, François et tout ça. Merci à Agnès. C'était la crise de la sécheresse en Afrique, en Éthiopie. J'étais dans mon laboratoire, un des plus grands laboratoires du monde. J'ai regardé la télévision, je voyais mes frères et sœurs en Éthiopie avec le ventre ballonné à cause de la sécheresse, à cause de ça. Ça m'a touché. J'ai vu ces images tous les jours pendant une semaine et ça m'a troublé. Et ma première réaction était aller en Afrique pour distribuer des vivres. J'ai parlé à mon père qui était vivant. Il se moquait de moi. Il a dit, tu ne connais pas l'Afrique. Il faut repartir pour connaître. En Afrique, il a dit, c'est romantique, ce n'est pas une vraie vision. Donc, il m'a acheté le billet avant que je ne change d'avis. Il a fait des billets Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, le Zaïre, le Libéria. Premier débarquement, c'est en Afrique du Sud, avec mon passeport américain. Donc, je savais qu'on allait m'amener dans un hôtel. Il fallait qu'on tape dans mon passeport un blanc temporaire. Dans mon continent d'origine, j'étais furieux. J'ai téléphoné à mon papa, j'ai dit, je repars. Il a dit, il commence à rigoler. Il a dit, non. Ce qui compte n'est pas ce que les gens pensent, mais ce que tu es toi-même. Je t'ai envoyé là-bas pour voir comment tu réagis, c'est ça le problème. La réaction. Donc pour moi, ça m'ouvrait les yeux. La responsabilité, nous en Afrique, c'est toujours la faute d'autrui, c'est la colonisation, c'est l'esclavage. Mais c'est vrai. Mon papa m'a dit, ce qui compte, c'est que tu peux dire que ton histoire, c'est toi qui vas l'écrire. Sûrement, les autres peuvent participer à ton histoire. Est-ce que tu es en mesure d'écrire ton histoire? Donc, pour moi, le développement, c'était quoi? En dépit de toutes les difficultés qui viennent de moi, mon histoire en Afrique, depuis l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, en dépit des contraintes qui viennent de moi, mon histoire et tout ça. Est-ce que je peux amorcer les forces intérieures pour faire face à ces défis? C'est ça. Donc, je fais le Nigeria, je fais le Kenya, Libéria, Zaïre. J'étais malade parce que j'ai vu que l'Afrique était extrêmement riche, mais extrêmement pauvre. Pourquoi? C'était le commencement de Songhai. Donc la question c'était, est-ce que nous sommes capables de construire l'Afrique à partir de cette réalité, non seulement la richesse africaine, mais aussi les problèmes de l'Afrique? Je n'ai pas mangé au retour. Et c'est ça, le début du Songhai. Heureusement, j'avais des bagages au niveau de la science, au niveau de tout ça. Donc pour moi, c'était comment nous, les Africains, nous les amis en Amérique, en Europe, nous pouvons construire notre Afrique. Une Afrique qui est debout, qui est à partir de ces réalités. Et c'est ça le début du Songhai. Vous allez juste nous dire, parce que moi je vous ai entendu dire une fois, si je suis encore là, c'est parce que je me plie à la nature. Et je suis encore là, tout le temps que je peux être encore là, pour montrer à toutes les personnes que j'ai la charge de conduire, comment on doit se plier à la nature. Vous pouvez nous dire ça rapidement?
Agnès, merci. Il y a un proverbe africain qui dit il faut aller au bord du fleuve pour voir dans quelle direction ça coule. Et ça, c'est vraiment important. Pour moi, ce n'est pas mes idées, parce qu'au niveau de l'anthropologie de l'homme, nous avons favorisé, Agnès, Homo sapiens, nous qui réfléchissons surtout au niveau... C'est vraiment un problème. Mais on n'est pas humble. Pour moi, la science, c'est quoi? La science, c'est ce qu'on appelle biomimétisme. Regardez la nature pour que la nature vous apprenne. Parce que chaque fois, on a une vision du monde. Mais la vision est irriguée, est alimentée par notre connaissance, ce que nous avons. À partir de cette vision, on a ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire la vision qui nous dirige. Notre philosophie, notre vision du monde. En anglais, on appelle ça paradigme au niveau de tout ça. Mais c'est alimenté comment? Par les connaissances que nous avons. Mais la connaissance que nous avons aujourd'hui, c'est tellement petit, c'est tellement faible. Mais on ne peut pas se soustraire à construire. Nous sommes toujours au volant. Donc nous sommes comme des gens qui conduisent un peu aveuglement. Mais pour conduire moins aveuglement, il faut leur apprendre de la nature. C'est la science. Donc pour moi, je danse avec la nature. Dans ma chance, j'essaie de connaître, j'essaie de me mettre pour ouvrir les yeux tout le temps pour ce qu'on appelle éco ou bio-coaching. Donc, à Sangha, aujourd'hui, j'apprends les gens, Agnès, pour qu'ils soient toujours les gens qui apprennent, qui se transforment. On appelle ça la vérité dans la tradition dominicaine. Ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas tout ça. La vérité, c'est, la plupart du temps, c'est des paradoxes. 10% de vous et moi, c'est à peu près l'intellect, c'est à peu près mais la grande majorité de nous, c'est non conscient. C'est non conscient. Donc, pour mieux s'armer demain, il faut se mettre dans cette logique d'apprentissage. Apprendre des gens qui sont déjà passés de vous, mais aussi, c'est-à-dire vertical, mais aussi horizontal, de deux côtés, pas nous aider à ouvrir les yeux pour que nous puissions continuellement casser, défaire et refaire notre vision du monde. C'est ça pour moi la foi aujourd'hui. Donc mon rôle aujourd'hui, d'abord Agnès, c'est pour demander des gens de continuellement ouvrir les yeux, s'équiper régulièrement de nouvelles informations, de perspectives et de réalités et développer des capacités d'alimenter de nouvelles idées. C'est ça la voie de la vérité. Et c'est ça, donc je danse avec la nature. Je suis un scientifique, mais pas un scientifique de la tête, mais un scientifique qui comment dirais-je, qui vraiment regarde la nature et que la nature nous transforme. C'est une première partie de ça. Deuxièmement, Agnès, vous voyez aussi, nous en Afrique, on a perdu la responsabilité. Donc mon rôle à Sangha aujourd'hui, pour dire aux gens, le plus important, c'est accepter la responsabilité de nos sous-développements. C'est à nous. Et cette discipline, vous me montrez quelqu'un, Agnès, vous voyez, montre-moi un bon jardin. Pourquoi à Sangha aujourd'hui? Si le jardin est bon, pas de mauvais arbres, pas des insectes, je vous montre un bon jardinier. Mais si vous me montrez un jardin sale, pourré de mauvais arbres et tout ça, je vous montre un mauvais jardinier. Mon rôle à Sangha aujourd'hui, c'est pour déclencher ce processus de discipline et de culture, des résultats de culture, des choses bien faites. Et c'est ça mon rôle à Sangha aujourd'hui, déclencher cette force de la responsabilité à Sangha aujourd'hui. Merci, Frère Nza. Mais votre rôle, c'est aussi une attitude que vous puisez notamment dans des sagesses orientales, que vous illustrez ici par une citation du philosophe Tao et Lao Tse en 600 avant Jésus-Christ, que Esprit va peut-être nous lire. Sangha se présente ainsi comme une approche de développement décentralisée qui s'inspire d'une sagesse ancienne. La philosophie Tao de Lao Tse, en 600 avant Jésus-Christ, va vers les gens, vit avec eux, apprend d'eux, aime-les, commence avec ce qu'ils connaissent, planifie avec eux, construit sur ce qu'ils ont, enseigne en montrant, apprends-en en pratiquant. Ne te conforme pas
mais transforme. Ne soulage pas, mais libère. Et quand, avec les meilleurs leaders, le travail est fait, la tâche accomplie, les gens diront « Nous l'avons fait nous-mêmes ». Merci, Espédie. Maintenant, nous allons entrer dans un des aspects importants dans le projet Songhai, qui est la prise en compte de l'écosystème. Et je crois que nous allons terminer cet entretien en retournant en 1985. Mais pour le moment, nous restons en 2015, c'est-à-dire l'année des 30 ans. La prise en compte de l'écosystème est un credo à Songhai. La prise en compte du capital environnemental est le point de départ de Songhai. On peut dire au commencement était le capital environnemental. L'Afrique est riche de ce capital environnemental, vous n'arrêtez pas de le dire, c'est une profession de foi, vous l'avez répété tout à l'heure. Et justement, face à l'expérience de 30 ans, que vous situez au cœur de l'évolution du monde, parce que Songhai n'est pas une île perdue à Porto Novo, donc vous situez l'aventure des 30 ans dans l'aventure de ces 30 dernières années de l'Afrique du monde. Et c'est ça qui vous a amené à commencer maintenant à alerter sur la bombe environnementale. Alors, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez nous développer un peu cette partie-là. On ne va pas s'en priver parce que j'ai énuméré tout à l'heure vos doctorats et donc vous êtes un expert en la matière. Prévenir de l'idolâtrie de la technique, c'est un peu ça aussi votre credo. Je vous passe la parole. Merci Agnès. Tout d'abord, l'Afrique était tellement riche quand je parlais tout à l'heure. Parce que notre force aujourd'hui, c'est le capital environnemental. Pour nous, à Songhai, il y a 5 capitaux. Premier capital en Afrique, c'est le capital environnemental. 12 mois sur 12 mois. C'est force biologique. Le capital marche. En Europe maintenant, ça dort. Capital humain, qui est mal développé. Capital technique. Capital social. Dernier capital, c'est capital financier. Capital financier. Si on ne met pas les 4 capitaux en place, on commence à s'abuser d'argent, ça ne marcherait pas, c'est ce qu'on a fait en Afrique. Donc pour nous, je veux commencer avec cette capital environnementale qui est extrêmement important. Mais je veux vraiment, si vous regardez le tableau là, et c'est vraiment ce que je veux, nous avons, pour nous, c'est comment valoriser tout ça. Incroyable capital environnemental pour créer de nouvelles possibilités pour faire face aux grands défis aujourd'hui, la pauvreté, insécurité alimentaire, chômage et dégradation environnementale. C'est ça le défi aujourd'hui. L'année passée, à Paris, on a parlé de COP21. C'est une des raisons qu'on a choisi aujourd'hui, parce que Paris pousse tout ça. Donc, à travers une agriculture régénératrice, les pratiques agroécologiques, afin d'augmenter la productivité et la durabilité, c'est ça le credo du Songhai prochain. Vous voyez. Et pour nous aujourd'hui, vous voyez, la question, nous pouvons augmenter considérablement la productivité agricole sans détruire l'environnement, c'est ça. On déploie ce qu'on appelle la technologie authentique. Je veux définir ça. Technologie authentique amène les bienfaits de tous les aspects de son implication, de son déploiement. Par exemple, l'agriculture conventionnelle, ça peut augmenter la productivité en mettant beaucoup d'engrais chimiques. Mais ça crée d'autres problèmes, le problème environnemental, problème de qualité de l'alimentation. Mais avec une technologie authentique, tout est positif. Et c'est ça. Donc, ce n'est pas toute la technologie qui est le bienvenu, c'est la technologie authentique. Vous voyez ça. La question aujourd'hui, est-ce que nous pouvons produire plus avec moins en déployant le capital biologique du monde, en nous lançant dans la 3e révolution industrielle, dans la bioéconomie? C'est ça le créneau du Songhai. Ce que vous voyez là-bas, mes frères et sœurs, c'est en anglais. Mais vous allez faire. La photo à gauche, à droite, qui est vraie? C'est la photo à droite. La photo à gauche n'est pas vraie. Nous nageons dans l'océan des autres micro-organismes qu'on a coévolué depuis des millénaires. C'est ça la réalité, c'est ça la science aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne ça.
Nous vivons grâce à ces micro-organismes. C'est la force de l'Afrique. En Afrique, nous avons le plus fort gisement de cette puissance, micro-vie. Voilà, c'est ça. À droite, c'est ça le vrai. Nous sommes, moi, tout le monde ici, vous et moi, dit 9 sur 10 des cellules en moi, en vous, 900 des cellules micro-organismes. Et c'est ça la réalité. Deuxièmement. Voilà. Mais on peut vraiment voir, mais ils travaillent en synergie, ces forces. On travaille avec ce qu'on appelle les bactéries effectives. C'est ça qui nous dirige depuis tous les... au niveau de la santé, tout ça. Mais on prend... Voilà les 3 qu'on va prendre. C'est la base de ce que nous faisons aujourd'hui pour sortir cette force environnementale qui existe en Afrique. Deuxième. Regardez, dans la vie, mes frères et sœurs, il y a 3 groupes de micro-organismes. À gauche, c'est le mauvais, c'est le Boko Haram aussi. Voilà, c'est mauvais. Mais il y en a, on voit ça, tous les bactéries, tout ça. Mais ils ne sont pas. Quand on parle de micro-organismes, ils sont des minorités. Mais ils font des dégâts. Au milieu, c'est les bactéries, c'est les microbes opportunistiques. Ils sont plus nombreux. Mais les autres côtés, à droite, c'est des microbes utiles qui sont encore forts. Notre philosophie à Songhai, c'est pour agir de telle manière que l'opportunité rejoint le bon et donne une force pour mettre la vie difficile pour le mauvais. Et c'est ça la technologie aujourd'hui que l'Afrique peut déployer pour changer la vapeur, pour tourner. Next. Donc voilà, on met action là-bas, on travaille dans le laboratoire. C'est ça que l'ambassadeur Bridgewater nous supporte à faire au niveau du laboratoire. Voilà, c'est ça que nous faisons. Donc ça devient vraiment fort. Et c'est ça qu'à Songhai, il n'y a pas de peste, il n'y a pas, grâce au déploiement des forces biologiques qui transforment tout. C'est comme pour produire plus avec moi. Next. Voilà, c'est les bêtes, petites bêtes. Des milliers dans le sol. Sont jolies. Next. Voilà, c'est ça. Mais on les a tués avec les produits chimiques. Ils travaillent pour nous jour et nuit, pour transformer notre monde. Et c'est ça, ils sont pleins en Afrique. Donc, Songhai, c'est pour le déployer, pour le travailler ensemble, pour qu'ils changent tout. Next. Donc voilà. La Terre, c'est comme ça. C'est comme les villes de Cotonou, Paris et tout ça. Ce n'est pas compact. C'est les micro-organismes qui alimentent, qui font tout ça pour que nous vivions aujourd'hui. Tous les micro-organismes qui travaillent, qui nous alimentent. Ils ont des rivières, ils ont des étages et tout ça, ils travaillent pour nous. Next one. Donc, voilà ce qui se passe au niveau des plantes. La plante n'est pas seule. Voilà les micro-organismes qui travaillent en synergie, en communauté avec les plantes. Les plantes, c'est le quarterback. C'est lui qui commande. Il donne des cellules, des aliments, attire chaque bactérie et des groupes de bactéries qui fabriquent pour lui les éléments pour sa vie. C'est ça la vie. Et c'est ça le futur. Et l'Afrique est tellement forte en ça aujourd'hui. C'est ça que nous déployons pour changer l'agriculture, pour changer notre monde aujourd'hui. Et ça, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'environnement, au niveau de la santé. Next. Donc voilà les grandes intentions, on appelle ça le colonne. Microbiome. C'est ça la clé de la vie. L'intestin, le large intestin, c'est le gros là-bas, au niveau de colonne là, c'est ça un cerveau, c'est un organe. Ce n'est pas seulement pour la digestion, c'est là-bas qui habitent les milliers de bactéries qui travaillent au niveau de notre santé, au niveau de l'obésité, au niveau de tous les maux. C'est à partir d'ici, tous les microbes, on voit, c'est des cerveaux. Ils communiquent avec le cerveau d'ici, mais c'est le cerveau le plus important. Il faut l'alimenter. Si c'est bien, si c'est sain. Quand je partais en Amérique aujourd'hui, il y avait un monsieur qui était malade tout le temps avec le problème. Excusez-moi. On allait prendre un monsieur qui était sain. On allait dans son intestin. On a pris tout ça. On a transféré ça à notre. 2 semaines, il est parti. Donc, voilà, c'est le nouveau monde aujourd'hui. Pour déployer ces forces incroyables en Afrique. Pour changer au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé, au niveau de partout. Et c'est ça notre climat aujourd'hui. C'est ça que nous faisons. Voilà, c'est ça que nous faisons. Merci. On ne peut donc que constater que les humains, fascinés par l'idolâtrie de la technique, de l'avidité et du progrès technologique, ont cru pouvoir être les maîtres de la terre et de la vie. Ils ont voulu, et hélas veulent encore, transformer la création en ustensile pour satisfaire leurs besoins de s'enrichir et leur orgueil démesuré. La terre nourricière est devenue instrument d'enrichissement spéculatif, mais cette attitude est mortifère à moyen et long terme. La nature ne se laisse pas faire, elle se retourne un jour ou l'autre contre ceux qui la maltraitent.
Usure, infertilité, augmentation des coûts d'intrants, résistance des parasites sont autant de manières que prend la nature pour sanctionner les humains lorsqu'ils ne sont que des prédateurs agités. Alors, frère, par rapport face à cela, on se demande que faire. On sait que la solution est à Songhai. Mais là, vous dites, votre présence aujourd'hui, c'est une présence pour apprendre à tous ceux qui sont appelés à entrer dans la danse de la nature, à se plier à la nature. Parce que là, vous invitez à quitter l'agro-arrogance pour entrer dans une véritable danse de la nature. On aimerait en savoir un tout petit peu plus. L'agro-arrogance. D'abord, nous pensons, l'homme n'est pas au centre du monde. L'homme fait partie de ça. Si l'homme peut être vraiment fidèle à sa vocation, l'homme doit être humble. Regarder la nature, danser avec la nature. Si on regarde la nature, c'est tellement extraordinaire. Ça nous apprend à changer notre manière de vivre. Ça s'appelle ça biomimétisme. C'est tellement complexe, c'est tellement joli. C'est comme une symphonie. Mais pour moi, je vois la nature comme une symphonie. Tu es obligé de nager les vœux. Mais ce n'est pas l'homme qui dirige la nature. Si l'homme comprend la nature, s'aligne avec la nature, il danse avec la nature, et la nature va sourire. Et donc, c'est ça la durabilité aujourd'hui. Donc, mon rôle à Songhai, c'est de continuer en tant que parrain de la recherche. Mais la recherche est vraiment humble. La recherche qui est plus forte. Et ce que nous faisons aujourd'hui, vous voyez, on fait ce qu'on appelle... on traite les symptômes, les traitements symptomatiques. Et c'est ça que nous faisons. Parce qu'on est tellement arrogant, parce qu'on voit un peu petit, on voit les symptômes, on le traite. On ne voit pas l'homme dans son intégralité. Et c'est ça qui fait le problème. Donc, mon rôle aujourd'hui, Agnès, c'est pour commencer cette manière de regarder la nature, et on serait plus fort. Il faut qu'on voit ça, on danse avec la nature, on aligne avec ça, et c'est ça la base de la durabilité aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on quitte cette arrogance qui nous a mené à tellement de problèmes aujourd'hui, avec le malbouffe aujourd'hui, avec le problème environnemental aujourd'hui. Nous pouvons le renverser si on change les manières de regarder la nature. Merci beaucoup. Il y a une dimension qui m'a beaucoup frappée. Quand on parle de la nature, on voit la nature autour de nous. Nous faisons partie de la nature, mais nous ne réalisons pas toujours que nous faisons corps avec la nature. Et j'ai été frappée par le fait que vous introduisiez la notion de l'amour de la terre, l'amour de la nature. L'amour de la nature, bien sûr, tout le monde en parle. On va en week-end dans la nature, on va pique-niquer, on va au bord de la mer, mais ce n'est pas seulement ça. Vous avez insisté sur la nécessité d'aimer là où on est, d'aimer sa terre, d'aimer son village. Même quand les gens traitent votre village de brousse, elle est de la brousse, elle vient de la brousse, vous dites cette brousse, c'est votre village, c'est votre territoire. Il faut apprendre à l'aimer parce que vous êtes capable de la transformer. Et par extrapolation, vous invitez avec des expressions vraiment très belles à aimer l'Afrique. Aimer l'Afrique pour un renouveau de l'amitié pour l'Afrique. Il faut que les Africains aient l'amitié, vivent l'amitié pour l'Afrique. Et aller à la redécouverte de la dignité des fils et des filles d'un village, quelque part dans ce que les autres appellent la brousse. Cette amitié doit s'ouvrir à l'universel, c'est-à-dire à partir de mon village. Si j'aime mon village, l'amitié pour mon village, l'amitié pour l'Afrique, ça m'ouvre automatiquement à l'universel. Merci. Comme on disait aujourd'hui, on a mal compris l'anthropologie de l'homme. Il y a une partie que je dis, c'est Homo sapiens, c'est moi, encore moi, tout est moi, notre frontière. Ça, c'est important. Mais si, avec la science aujourd'hui, on connaît que l'homme est aussi Homo empathicus, ça, c'est vraiment important. On ne vit pas si on n'étend pas notre être. C'est ça. Donc, l'homme, c'est cette paradoxe.
Il faut définir sa frontière, sa particularité, ça c'est important. Mais les particularités tombent s'il n'y a pas l'élément, les trajectoires de cette extension vers l'autre personne. Au fur et à mesure qu'on établit notre frontière, notre personnalité, ça nous oblige en même temps, pour grandir, il faut s'étendre. C'est ça le vrai amour. L'amour n'est pas, comment dirais-je, au niveau des motifs et tout ça, on abuse ça. Le vrai amour, c'est la capacité de s'étendre pour le bien-être d'autres. C'est ça l'amour. Il faut commencer ça chez nous. C'est ça la base de la démocratie, c'est ça la base de l'amour, c'est la base de la construction sociale et économique. Si on n'a pas cette forme que je veux m'étendre pour rendre la vie d'autres plus agréable, je ne développe pas l'autre côté de moi qui est tellement fort. Je développe seulement le petit et ça retombe. Donc on vit dans ce paradoxe-là. Et c'est ça que la science moderne nous apprend aujourd'hui, que l'homme n'est pas homo sapiens et sapiens physique. C'est ce côté homo empathicus, c'est-à-dire moi, j'étends. En m'étendant, je rends la vie l'autre. En même temps, je m'augmente ma capacité. En Afrique, on appelle ça Ubuntu. Au niveau d'Afrique du Sud et tout ça, on voit tout ça. Je vis parce que mon frère vit. Mais nous vivons dans un monde aujourd'hui égoïste. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est la base de la destruction de la société humaine. Ce n'est pas les motifs, ce n'est pas l'amour garçon-fille, non, ce n'est pas ça. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est liminaire, c'est-à-dire, ça peut ouvrir, mais c'est vraiment important. Ça peut aider, mais ce n'est pas ça. C'est l'amour garçon-fille peut être liminaire, ça peut t'amener à voir que tu devrais te dépenser. Ça te dit que je ne suis pas complet, mais ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. Les gens qui sont mariés connaissent ça. Après le honeymoon, ça va. Il faut développer l'autre vraiment qui est plus durable, qui est plus fort. Après quelques temps, les lunes du miel, ça c'est parti. Mais il faut vraiment vivre. Le vrai amour, c'est la volonté d'étendre, de s'étendre pour l'autre personne. Et ça crée des dynamiques qui sont extraordinaires, qui créent l'autre monde. Et c'est ce monde-là qui nous manque aujourd'hui. Merci. Merci, frère.